garder la tête froide et de trouver le ressort pour relancer la négociation, pour relancer une dynamique. Et probablement l'expérience belge des négociations en Belgique dans ces moments-là est sans doute un atout. C'est malgré tout un jour historique. Pour la première fois, poussée par l'ampleur de la crise, l'Union européenne va contracter une dette commune. Wir können sagen, dass wir zwischen dem 18. Mai, unserer gemeinsamen Initiative, und dem 21. Juli einen wichtigen Weg zurückgelegt haben, in dem Europa gezeigt hat, dass es neue Wege in einer ganz besonderen Situation bereit ist zu gehen. Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro. C'est la première fois que nous mettons en place cette capacité budgétaire commune à ce niveau-là, en la basant sur une capacité d'endettement commun pour des projets nouveaux et en dessinant la perspective de ressources budgétaires propres, additionnelles. L'accord doit maintenant être ratifié par le Parlement européen et les parlements nationaux. Mais la première grande étape est franchie. À la fois du soulagement, du plaisir aussi, et puis le sentiment qu'on avait posé un acte important. Et donc ce qui m'a beaucoup ému à la fin sont les applaudissements de tous les chefs d'État de gouvernement, parce que ces applaudissements c'était un message que l'on sait, à mon avis, à 450 millions d'Européens en disant l'Europe est au rendez-vous. Wenn man dann auf diesem Gipfel ist, weiß man, dans un sommet de ce genre, on sait qu'on peut échouer dans les derniers mètres ou qu'on peut réussir. Tout le monde était conscient du fait que si on échouait, c'était l'Europe qui échouait, avec des conséquences économiques dramatiques et incalculables. Le montant total du fonds de relance s'élève à 750 milliards d'euros. Il se compose d'une part de 390 milliards de subventions et d'autre part de 360 milliards de prêts. Sur ces 750 milliards, 673 seront distribués directement aux États membres et environ 77 milliards seront affectés à différents programmes européens communs. La décision que nous avons prise en ce qui concerne le plan de relance a été influencée par notre expérience de la crise de l'euro, et notamment par ce qui s'est passé en Grèce. Je crois que les pays comme l'Italie et l'Espagne ne seraient pas du tout prêts à accepter les conditions qui avaient été imposées à l'époque à Athènes. Je suis heureux de la tournure des événements et qu'on ait veillé à ne pas reproduire les erreurs commises vis-à-vis de la Grèce. On n'a pas ressorti les engins de torture. Soutenir au lieu de punir, mais à quel prix? Il faudra bien rembourser un jour les fonds colossaux du plan de relance. La Commission a prévu d'échelonner les remboursements à partir de 2028. Selon quelle modalité, cela reste encore à définir. En tout état de cause, ce remboursement ne devra pas gréver les budgets des États. La dette commune resserre encore les liens entre les membres de l'Union. Pour moi, c'est une avancée majeure. C'est la première fois que l'Europe s'endette en tant que telle. C'est le premier grand progrès. Le deuxième, c'est que cet argent est dirigé vers les pays qui en ont besoin. Il est clair que l'Allemagne, par exemple, paiera davantage qu'elle ne recevra. Et c'est peut-être le troisième grand pas en avant, le fait que l'Allemagne se montre à la hauteur de ses responsabilités en tant que pays majeur de l'Union européenne. L'accord est cher payé au goût de nombreux parlementaires européens. Et ce compromis laisse beaucoup de questions sans réponse, comme la transparence dans la façon d'utiliser les fonds. Nous avons besoin d'instruments de contrôle budgétaire pour garantir l'usage qui sera fait des fonds. Il faut pouvoir tracer l'argent au niveau européen jusqu'à son ultime destinataire et savoir exactement où il arrivera. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas, et il faut mettre un système en place dans le cadre du plan de relance. Nous avons besoin de plus de pouvoir pour vérifier où va cet argent jusqu'au dernier euro. Sur les 390 milliards de subventions, les principaux bénéficiaires seront l'Italie avec 65
7 milliards. Il est vrai que les fonds européens n'atterrissent pas toujours au bon endroit. À Naples, la crise a durement frappé les entreprises et le chômage atteint des taux records. Ici, les plus défavorisés se méfient traditionnellement de l'État. Et dans les moments difficiles, certains cherchent protection du côté des criminels. Rencontre avec l'un des éminents procureurs anti-mafia. Voiture blindée, garde du corps, Catello Maresca fait partie des magistrats qui vivent sous protection permanente. Il a mis plusieurs chefs de la mafia derrière les barreaux. Selon lui, ces temps de crise font les affaires de la pègre. En 1980, la région d'Irpinia, en Campanie, a été frappée par un violent séisme qui a fait des centaines de morts et des millions de lire de dégâts. À la suite de la catastrophe, on a débloqué une série de fonds de soutien qui n'ont pas été gérés efficacement. Les services des pouvoirs publics étaient désorganisés. Il y a eu peu de contrôle. Cet état de fait a attiré l'attention des organisations criminelles, en l'occurrence le clan des Cassalesi. Ils ont réussi à infiltrer les institutions publiques et à intercepter une grande partie de ces fonds. Subventions légales, affaires illégales.